Salut à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et pour cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apporter la contradiction à la chaîne YouTube Non à la drogue, oui à la vie. Non à la drogue, oui à la vie, c'est donc une chaîne YouTube, mais c'est également un collectif d'individus qui vraisemblablement voient d'un mauvais œil les substances psychoactives et les effets qu'elles peuvent avoir sur les personnes. Et c'est un point de vue que je peux comprendre, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis intéressé au contenu de leurs vidéos. Et je dois avouer qu'au détour de l'une d'entre elles, j'ai pu glaner quelques informations qui échappaient à ma connaissance à ce sujet. Hélas, dans la majorité des cas, je dois bien avouer que ces vidéos m'ont fait littéralement bondir hors de ma chaise, à tel point qu'il m'a semblé important d'y apporter une réponse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre spécifiquement à l'une des vidéos de la chaîne Non à la drogue, oui à la vie, qui est la deuxième partie d'un diptyque consacré aux effets de la drogue sur le mental. Alors, avant de passer aux hostilités, trois petites choses. La première, c'est que pour ne pas faire une vidéo trop longue, j'ai beaucoup édité et j'ai beaucoup accéléré certaines parties de la vidéo originale. Ce afin de sortir les points clés auxquels j'avais envie de réagir. Si vous avez envie de vous faire votre propre idée sur la vidéo originale, je vous y encourage et vous trouverez un lien dans la descriptive de ma vidéo vers la vidéo de Non à la drogue, oui à la vie. Le deuxième point, c'est que bien que je ne sois pas d'accord avec les propos affirmés par cette chaîne, cela ne fait pas de moi pour autant un prosélyte en faveur de la consommation des drogues. Si vous connaissez la chaîne de la Gazette de l'Abîme, vous savez que je porte un intérêt tout particulier aux substances psychédéliques et aux substances antéogènes. Toutes ces médecines, toutes ces plantes, toutes ces molécules qui permettent d'accéder à des états de conscience supérieurs, à des éveils spirituels, etc., etc., etc. Pour autant, je garde en tête et je reconnais qu'il existe tout un tas d'autres molécules qui répondent à la qualification de drogue et qui sont très nocives et potentiellement très toxiques, voire mortelles pour les individus qui en abusent. Et de ce point de vue-là, aucun prosélytisme de ma part. Mon intérêt se porte quasiment exclusivement aux substances psychédéliques et à l'intérêt thérapeutique qu'elles peuvent représenter lorsqu'elles sont pratiquées dans des contextes raisonnables et sécurisés. Enfin, concernant la chaîne Non à la drogue, oui à la vie, pas la moindre attaque ad hominem de ma part à leur égard. Le présentateur a l'air très sympa et je suis convaincu que tous les membres de ce collectif travaillent avec les meilleures intentions du monde et essayent probablement de répondre à des problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Ici, je m'attaque spécialement aux idées et notamment à la façon dont elles sont propagées, puisque je trouve que cette chaîne a tendance à présenter les drogues sous un angle plutôt diabolisant plutôt que sous le prisme de l'information. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'apporter cette réponse. Donc comme d'hab, si vous aimez la Gazette de l'Abîme, n'hésitez pas à liker cette page, à la commenter, à la partager, autant que faire se peut. Et puisque vous y êtes, je vous invite à jeter un œil du côté d'une autre plateforme vidéo, un concurrent de YouTube qui s'appelle Odyssée. Odyssée, c'est une plateforme vidéo qui a la particularité de rétribuer les producteurs de contenu dans des proportions qui sont vachement plus agréables que la petite croquette balancée une fois toutes les 10 000 vues par YouTube, non seulement, mais qui par ailleurs propose également une rétribution pour les spectateurs de ces vidéos. Le tout au moyen d'une crypto-monnaie affiliée à cette plateforme qui est distribuée en fonction du temps passé à regarder des vidéos comme du temps passé et au nombre de vidéos partagées sur cette plateforme. Alors je précise que je ne suis absolument pas sponsorisé par Odyssée pour parler de cette plateforme, c'est juste que j'ai découvert le concept il n'y a pas très longtemps, que le modèle économique me paraît hyper intéressant et donc il me semblait plutôt intelligent de vous en parler. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Voilà, sans transition, non à la drogue, oui à la vie, la Gazette de l'Abîme, tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de la série La drogue dans tous ses états, une compilation vulgarisée de ce sujet prenant qui est la drogue. Et lorsque vous prenez de la drogue, des souvenirs du passé reviennent à la surface. Ils se mélangent avec les perceptions de l'instant présent et avec des hallucinations causées par la drogue, et ils sont réenregistrés par le mental comme s'il s'agissait de perceptions du moment présent. En accumulant des expériences de drogue, cela met la personne dans un état de confusion concernant son mental. Non seulement ses souvenirs sont brouillons et confus, mais la chronologie est perturbée. Les souvenirs ne sont plus dans le bon ordre, car des moments du passé ont été réenregistrés dans le présent. Conséquence, l'intelligence ne peut plus faire son travail correctement et elle va mettre plus de temps pour retrouver les bonnes informations. C'est ce qui explique, entre autres, la lenteur d'esprit des personnes sous drogue. Bon alors là, clairement, on commence dans le vif du sujet, puisque tu es en train de nous décrire les effets de la drogue en général. On ne sait pas vraiment de quelle drogue tu parles, on ne sait pas dans quelle proportion, on ne sait pas dans quelle
occurrence, on ne sait pas dans quelle temporalité, mais voilà, tu nous parles avec certitude de certains effets qui semblent s'appliquer à tout un tas de molécules différentes. Si je regarde le petit logo qui se trouve en bas à gauche de ton écran, eh bien je suppose que tu fais allusion aux effets du cannabis, mais tu ne le spécifies pas clairement, et effectivement les effets que tu décris de perte de repères spatio-temporels, de perte d'efficacité et de diminution de l'intelligence entre guillemets pourraient être des effets d'une consommation abusive de cannabis. En revanche, les effets que tu décris ne me semblent pas du tout correspondre à des usages de cocaïne ou d'amphétamine qui ont plutôt tendance à produire les effets inverses que ceux que tu décris, je crois. Plutôt une accélération de l'activité cérébrale, une surchauffe générale, plutôt que cette mollesse et cette perte de repères que tu as l'air de décrire. Mais ça, on ne peut pas le savoir précisément parce que tu restes extrêmement flou dans ta description. Mais bon, je te laisse continuer. Ce qu'on appelle d'ailleurs bad trip est justement dû à des souvenirs douloureux du passé, des souvenirs dont on ne voudrait pas se rappeler, qui reviennent brusquement dans le présent, et comme ces souvenirs contiennent des émotions négatives, ces émotions sont de nouveau ressenties par le sujet. Ça peut être très terrifiant, et c'est très souvent perçu comme la peur de perdre le contrôle de soi-même et de devenir fou. Alors là par contre on est parfaitement d'accord sur la description que tu sembles faire du bad trip. Le bad trip qui survient notamment lors d'expériences de drogue psychédélique, eh bien c'est ce moment où un individu voit surgir des tréfonds de son inconscient, de son ombre en fait, des éléments, des émotions, des douleurs, des souffrances, des souvenirs oubliés qui d'un coup surgissent dans sa conscience et qui peuvent s'avérer au mieux désagréables, au pire carrément traumatisants. C'est tout à fait vrai. Mais ce que tu sembles oublier de dire, ou que tu ne sais peut-être pas, eh bien c'est que ce même bad trip peut avoir un caractère complètement thérapeutique. Il existe tout un pan de personnes qui décident de faire l'expérience des substances psychédéliques à des fins d'exploration de la conscience. Et naturellement, quand on explore la conscience, eh bien on explore des zones qui normalement ne sont pas forcément inaccessibles. Et dans ces zones-là, eh bien on peut être amené à découvrir des souvenirs, des mécanismes, des émotions, des schémas comportementaux qui nous étaient inconscients jusqu'ici et qui d'un coup deviennent conscients. Alors ça peut être très désagréable bien sûr, mais c'est aussi une occasion de comprendre les mécanismes desquels on avait pu être esclave jusqu'ici sans même en avoir conscience. C'est l'occasion de comprendre un petit peu son fonctionnement, l'origine de ces névroses, de ces traumatismes, etc. et de les mettre en lumière, de faire la connaissance avec ces éléments de façon à ce que une fois sorti de ce bad trip, on puisse intégrer ces éléments dans la lumière de notre conscience entre guillemets et de façon à pouvoir fonctionner au jour le jour avec une plus grande douceur vis-à-vis de soi-même, avec plus de sagesse, avec plus d'apaisement, etc., etc. Et dans cette mesure-là, le bad trip peut avoir un caractère complètement thérapeutique. Et d'ailleurs, c'est un nom en psychologie, hein. On appelle ça l'exploration de l'ombre, c'est-à-dire le fait de plonger dans les strates normalement inaccessibles de la conscience, de façon à mettre en lumière des éléments qui jusque-là étaient inconnus ou inconscients. Un peu de la même façon que lorsque l'on se trouve enfermé dans une pièce dans le noir et que d'un coup on trouve un interrupteur. Lorsque l'on allume la lumière, eh bien l'angoisse se dissipe, on comprend dans quel environnement on se trouve, on sait comment agir à l'intérieur de cet environnement et l'inquiétude, l'anxiété et toute la négativité qui venait du fait de ne pas savoir dans quel espace on se trouvait, eh bien elle se trouve dissipée puisque on sait désormais où est-ce qu'on se trouve. Eh bien dans le cas du bad trip bien intégré, c'est la même chose. Ainsi, comme le mental d'une personne qui prend régulièrement des drogues n'enregistre plus correctement, elle ne vit pas les mêmes événements que les autres. Elle semble être là, mais mentalement, elle est ailleurs. Vous voyez un arbre, mais elle voit un arbre mélangé avec un autre arbre du passé. Je suis pas sûr de comprendre à quoi tu fais allusion là. Et elle va essayer d'adapter sa perception. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas ce qu'il se passe, c'est qu'elle perçoit autre chose que la réalité. Elle est décalée. Alors là, tu nous parles d'un décalage vis-à-vis de la réalité, et je serais curieux d'en savoir un petit peu plus au sujet de la réalité de laquelle tu parles. Est-ce que tu parles de ta perception de la réalité? Est-ce que tu parles de la perception de la réalité du groupe social duquel tu fais partie?
Parce que la réalité, je crois que c'est un concept qui est hautement subjectif et très différent d'une personne à l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parfois dans un même groupe social, on trouve deux personnes qui n'arrivent pas à s'entendre et qui entrent en conflit l'une avec l'autre, tout simplement parce qu'elles ont une compréhension de la réalité qui est différente d'une personne à l'autre. S'il peut y avoir des différences de compréhension de la réalité d'une personne à l'autre, je te laisse imaginer dans quelle proportion la réalité peut être différente d'un groupe social à un autre, d'une civilisation à une autre, voire même d'une espèce animale à une autre. Nous, en tant qu'êtres humains, notre réalité, eh bien, elle se limite à nos cinq sens, elle se limite à un petit éventail de fréquences audio auxquelles on a accès, elle se limite à un petit éventail de couleurs auxquelles on a accès, mais ça ne veut pas dire qu'au-delà de ces petits éventails, il n'existe pas d'autres fréquences, d'autres couleurs, qui, malgré le fait qu'elles soient invisibles, ne sont pas pour autant réelles, en fait. Et pour en revenir aux drogues et aux psychédéliques plus particulièrement, c'est la même chose. C'est pas parce qu'un individu expérimente une perception de la réalité différente de la tienne sous l'influence de ces substances que cette perception-là est fausse, en fait. C'est juste une perception différente. Et par rapport à ça, je serais plutôt tenté de t'inviter à deux choses. La première chose, ce serait que si un jour tu es amené à rencontrer une personne sous l'influence d'une drogue psychédélique, eh bien je te déconseille fortement d'essayer de ramener de force cette personne dans ta compréhension de la réalité, sous peine de l'exposer à un bad trip d'une ampleur sans précédent. Le deuxième point, eh bien ce serait peut-être de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un peu d'humilité par rapport à ta compréhension du réel et de comprendre que ta compréhension du réel en fait n'est qu'une perspective parmi une infinité de perspectives et de compréhension du réel qui existent par-delà le vivant. Bref. J'en profite pour faire une parenthèse sur l'utilisation des drogues dans un but méditatif ou contemplatif. Ça m'intéresse ça. Certaines drogues, principalement les drogues hallucinogènes, comme le LSD, le peyote, la mescaline, la DMT ou les champignons hallucinogènes, sont utilisées dans le but d'obtenir une révélation sur l'univers. Oui, c'est vrai. Ou pour s'approcher de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou pour obtenir une connaissance sur soi-même qui ne serait pas possible autrement. Les rituels chamaniques utilisent ces drogues pour faire vivre des expériences transcendantales au sujet qui en prend. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais ces hallucinations n'ont aucune valeur réelle. Ce sont des illusions. Elles n'ont pas plus de sens qu'un rêve. Elles n'ont pas plus de sens qu'un rêve. Bah écoute, en fait là encore on va pas être d'accord et c'est pas grave, mais tu as l'air de considérer que le rêve, la perception chamanique, le voyage visionnaire, en fait tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en réalité je pense exactement le contraire. J'irais même plus loin en affirmant que la société occidentale, je pense, est malade du manque d'intérêt qu'elle porte au contenu de ses rêves. Et pour argumenter ce propos, je te pose une question très simple. À ton avis, quelles sont les créations humaines qui existent dans notre monde physique qui n'ont pas d'abord existé dans le monde des rêves? Bah, il n'y en a aucune en fait. Toutes les créations humaines, elles ont d'abord existé sous la forme d'abord d'un rêve, puis d'une intuition, puis d'une conceptualisation, puis d'un projet, pour arriver en tout bout de course à un objet, à un accomplissement dans le monde physique. Ce simple postulat, c'est une raison suffisante pour s'interroger sur la nature de nos rêves, puisque c'est dans nos rêves que se trouve la genèse de ce que sera le monde physique par la suite. Et ça, les civilisations qui faisaient un usage traditionnel des psychédéliques, comme les Shipibo avec l'ayahuasca, comme les Aztèques et les Mazatèques avec les champignons hallucinogènes, ou encore les Toltecs avec le peyote, toutes ces civilisations avaient bien compris l'intérêt des plantes psychédéliques qui permettaient d'accéder au monde des rêves avec une certaine profondeur qui leur permettait par la suite d'interagir avec le monde physique avec plus de sensibilité, avec plus de sagesse, avec plus d'émotion. Et le fait de balayer, comme tu sembles le faire ici, toute cette compréhension chamanique d'un revers de main au motif que ça ne vaut rien en fait, il me semble que ça correspond à une vision un peu ethnocentriste du monde. Une vision dans laquelle seule la civilisation blanche, occidentale, européenne, américaine, capitaliste, matérialiste, etc. aurait compris ce qu'est la réalité. Tandis que les autres civilisations, elles, n'auraient rien pigé à rien du tout. Je trouve que c'est un postulat qui est dommage, qui est limitant, puisque d'un coup tu te fermes à tout un tas d'informations, à tout un tas d'approches qui pourraient être enrichissantes, et puis je trouve que c'est une approche un peu limite, puisqu'elle tend à placer une hiérarchie entre la valeur des différentes civilisations, alors que ce sont simplement des compréhensions différentes du monde. Les drogues font revivre des souvenirs du passé qui vont se mélanger pour donner des perceptions de choses qui n'existent pas.
L'intelligence choisit avec distinction des souvenirs pour tirer de nouvelles conclusions. Mais la drogue pervertit l'intelligence, si bien qu'elle va se mettre à piocher au hasard dans cette immense réserve de souvenirs qu'est le mental. Les souvenirs ne sont plus sélectionnés de manière logique. Bah, là encore, tu vois, le simple usage du terme perversion pour parler d'effet des drogues, en fait, nous en dit long sur ta volonté qui semble être plus de diaboliser ces molécules plutôt que véritablement apporter une information à leur sujet. Si tu t'intéressais véritablement aux rapports, aux dizaines de milliers de rapports d'expériences que l'on peut trouver sur Internet, où les gens racontent leurs expériences psychédéliques, notamment avec du LSD par exemple, eh bien tu t'apercevras que dans la très grande majorité des cas, eh bien tous ces expérimentateurs rapportent des espaces mentaux d'une très grande cohérence, très architecturés, d'une grande beauté, remplis d'informations et remplis d'enseignements, et pas du tout ce bordel et ce chaos mental que tu as l'air de décrire ici. Ce qui me laisse croire que lorsque tu parles de toutes ces substances, en fait, tu te réfères à de la littérature, et une certaine littérature très orientée sur la question, là où tu n'as peut-être pas eu personnellement d'expérience directe de ces molécules. Et c'est pas un problème en fait, hein. Chacun est libre de vivre les expériences qu'il veut tout au long de sa vie. Mais derrière, par contre, je ne comprends pas d'où vient ta légitimité pour affirmer ce que tu affirmes au sujet de ces substances, alors qu'a priori, si tu n'en as pas fait l'expérience, eh bien tu n'en sais rien. Voici d'ailleurs un extrait d'une interview du magazine Playboy avec Stephen King. Alors c'est un choix étonnant pour parler des drogues, mais pourquoi pas? Qui a beaucoup consommé de drogue par le passé. Le journaliste demande « Est-ce que votre expérience des substances hallucinogènes a eu par la suite des effets sur votre écriture ?» Et la réponse de King « Aucun. L'acide est juste une illusion chimique, un jeu auquel on joue avec notre cerveau. C'est absolument dénué de sens pour accéder à une véritable exploration de la conscience. » Bah, écoute, là encore, si tu décides de t'intéresser aux psychédéliques, pourquoi, au lieu de t'intéresser aux intellectuels qui ont vraiment réfléchi la question, comme Terence McKenna, comme Timothy Leary ou comme Aldous Huxley, pourquoi est-ce que tu décides de porter ton attention sur Stephen King, qui est un auteur de science-fiction, dans une interview dans un magazine porno des années 80 ? Pourquoi ce choix en fait? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres sources d'informations un peu plus intéressantes que celle-ci? Je n'ai jamais gobé la thèse d'Aldous Huxley selon laquelle les hallucinogènes ouvrent les portes de la perception. On a simplement envie de se laisser convaincre par ces trucs mystiques, le genre de conneries que prêchait Timothy Leary. Bah après, écoute, Stephen King, il pense ce qu'il veut de Aldous Huxley et Timothy Leary, mais il n'empêche que Aldous Huxley, il a écrit un bouquin de 150 pages qui s'appelle Les portes de la perception, dans laquelle il rapporte avec une très grande méticulosité son expérience de la mescaline et l'expérience psychédélique en général, chose que n'a jamais fait Stephen King à ma connaissance. De son côté, Timothy Leary, je suis d'accord, on en pense qu'on veut, il y a beaucoup de choses à dire sur Timothy Leary, mais le fait est qu'il a travaillé à faire connaître les psychédéliques d'une façon qu'à ma connaissance Stephen King n'a jamais proposé. Stephen King n'a jamais écrit le moindre bouquin sur les psychédéliques, il a simplement eu une expérience apparemment négative de la question, en tout cas c'est ce que tu laisses entendre. D'ailleurs au sujet du point de vue de Stephen King, j'ai vu que tu avais posté en descriptif de ta vidéo le lien vers l'interview dans son intégralité, et donc j'ai pu lire entièrement cette interview, et je me suis aperçu que entre les différentes citations que tu en avais extrait pour appuyer ton propos, eh bien il existait un paragraphe entier dans lequel Stephen King clairement apporte beaucoup de nuances à la façon dont tu as de présenter son propos. Je cite: « Mais je dois dire que, en ce qui me concerne, les résultats ont été en général bénéfiques. Je suis toujours sorti d'un trip avec l'impression d'avoir eu une purge du cerveau, comme si un camion-benne psychique avait vidé toutes les ordures accumulées dans ma tête. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ce type de lavage cérébral. » Alors moi bêtement, quand je tombe sur l'interview de Stephen King dans son intégralité, eh bien je me rends compte que tu as procédé au mieux à une décontextualisation ou au pire à une sorte de désinformation, c'est-à-dire une méthode dans laquelle tu as pris le propos de Stephen King dans son intégralité et puis tu l'as découpé, tu l'as réagencé, tu l'as tronqué de façon à lui faire dire ce que tu as envie de lui faire dire et pas ce qu'il a réellement dit. Et là encore, quand le but est d'apporter de l'information au sujet d'une question en particulier, eh bien je trouve ça dommage de transformer les avis de façon à ce qu'ils servent ton propos et pas de les restituer tels quels en fait. C'est la base de l'honnêteté intellectuelle. Un peu plus tôt dans l'interview, il dit également « Je ne ferai jamais de prosélytisme pour l'acide ou toute autre substance hallucinogène, car selon la personnalité de chacun, le trip peut être bon ou mauvais, et dans ce dernier cas, les gens peuvent subir de sévères dommages émotionnels. Avec de mauvaises prédispositions physiologiques ou mentales, prendre de l'acide revient à jouer à la roulette russe avec un 45 automatique chargé. » Pour le coup, je suis complètement d'accord avec Stephen King et je pense aussi que tout le monde n'est pas adapté à une expérience psychédélique. Évidemment, sur cette question, la prudence est toujours de mise et les psychédéliques, à mon avis, ne sont pas pour tout le monde.
La drogue ne mène donc pas à des états de conscience supérieurs. Mais là, juste, je m'arrête là-dessus, mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer un truc pareil au regard des informations que tu nous as données jusqu'ici? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que la drogue ne permet pas, dans aucun cas, d'accéder à des états de conscience supérieurs? Là encore, à mon avis, tu n'as pas eu d'expérience directe de ces molécules, et tu n'as pas non plus eu les rapports d'expérience, ni des civilisations qui ont pratiqué ces substances de manière traditionnelle, ni des intellectuels qui ont pensé la question, ni de tous les rapports d'expérience qu'on peut trouver sur Internet, qui dans la grande majorité des cas décrivent des expériences dans lesquelles les personnes sont transposées au-delà de leurs individualités pour atteindre une espèce de conscience collective, et qui en ce sens-là pourrait correspondre à un état de conscience supérieur. Donc voilà pourquoi affirmer des choses pareilles sans avoir de quoi appuyer ce propos. Vient alors la question de la créativité. Combien de fois a-t-on entendu dire que la drogue améliorait les capacités artistiques? Comme de nombreux artistes se droguent, on a conclu que la drogue crée des artistes. On ne s'est jamais dit par contre qu'ils se droguaient pour échapper aux problèmes liés à la vie d'artiste. Oui, bon, alors ça c'est un énorme cliché au sujet des artistes qui seraient censés être tous des drogués. Tous les artistes ne sont pas drogués, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas artistes et qui se droguent quand même. C'est juste une généralité. On recommande d'ailleurs aux écrivains de lire beaucoup, aux réalisateurs de voir beaucoup de classiques du cinéma, et aux musiciens d'écouter beaucoup de styles musicaux. Pourquoi? Pour alimenter leur mental en source d'inspiration. Et on leur demande également de beaucoup analyser, afin de découvrir ce qui rend telle ou telle œuvre d'art si esthétique. Intéressant. Faisons une petite parenthèse sur les artistes et sur l'influence qu'ils peuvent aller chercher dans d'autres créations que les leurs. Effectivement, l'inspiration, l'influence, elle peut être utile à un aspirant artiste pour se repérer dans le contexte culturel duquel il vient, pour savoir ce qui a été fait avant lui, de façon à voir comment s'installer dans ce contexte-là. Mais trop d'influence, trop d'inspiration peut avoir aussi pour effet de contraindre un artiste dans un périmètre culturel donné duquel il ne peut plus sortir, et à partir duquel il ne fait plus que créer des miroirs des créations qui ont été réalisées avant les siennes. Et en cela c'est dommage, parce que le rôle d'un artiste en fait c'est toujours d'aller chercher la nouvelle émotion, la nouvelle perspective, la nouvelle idée, tout ce qui peut permettre d'apporter du sang neuf, de la respiration, une nouvelle perspective à la société et à la culture de laquelle il fait partie, de façon à la maintenir en vie en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle parfois il faut être capable de quitter les influences et l'inspiration pour aller chercher les nouvelles idées en soi, dans ce que l'on a de unique et d'original en fait. Et pour en revenir à notre sujet, il s'avère que effectivement il existe une frange d'artistes qui décident de prendre des substances psychédéliques de façon à justement rentrer dans cet espace intérieur, de façon à trouver de nouvelles idées, des idées originales qui n'appartiennent qu'à eux, de façon à nourrir la société d'idées nouvelles. Mais ce n'est pas une généralité et ce n'est pas le cas de tous les artistes. Mais la drogue fait perdre le contrôle du mental en détruisant les perceptions, l'intelligence et la mémoire. Inévitablement, vous perdrez peu à peu votre créativité. Et à la longue, non seulement vous allez perdre votre créativité, mais vous allez également perdre de l'intérêt pour vos buts. Car on a vu dans l'épisode précédent que l'une des conséquences de la drogue sur le mental était la perte de motivation. Vous pourriez alors laisser totalement tomber votre art au profit de la drogue. Mais là encore, en fait, là on touche vraiment du doigt le cœur du problème de ce que semble être ta compréhension des drogues. Tu prends toutes les molécules qui sont psychoactives, tu prends un ensemble de molécules qui n'ont rien à voir avec les autres et tu les fourres dans un seul et même sac que tu appelles la drogue. Et là tu pointes ce sac du doigt en nous expliquant que toutes les drogues ont exactement la même issue. La perte d'intelligence, la perte de motivation, la perte de créativité au profit d'un usage déraisonné et répétitif des drogues. C'est absolument partiellement faux en réalité. Il existe des drogues qui sont susceptibles de provoquer des addictions lourdes desquelles on n'arrive pas à se défaire aussi facilement que d'autres substances qui ne provoquent pas les mêmes addictions. Il existe des substances qui sont susceptibles de fermer un petit peu les écoutilles des individus, tandis que d'autres substances sont susceptibles au contraire d'ouvrir les individus à de nouvelles perceptions. Tout ça dépend non seulement des substances, mais des modes de consommation, des individus, des contextes et de tout un tas de facteurs que tu ne sembles absolument pas prendre en compte. Et là encore, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est dommage quand on fait une chaîne qui a pour but d'informer les gens sur la consommation de drogue, parce que de ce fait, on passe à côté de tout un tas d'informations qui pourtant sont extrêmement importantes pour les comprendre et pour permettre à tes spectateurs de se faire un avis individuel et raisonnable sur la question.
Bien sûr, on pourrait dire « Ouais, mais regarde à Hollywood, toutes les stars se droguent ». Alors ça, déjà, c'est une généralité. Oui, effectivement, c'est une généralité et je te serais gré, si tu es capable de constater les généralités des autres, de ne pas en appliquer toi-même dans tes propres vidéos comme tu le fais depuis le début de cette vidéo en fait. Voici un exemple qui provient d'une conférence donnée par un autre membre de l'association Non à la drogue, oui à la vie, il y a quelques années. Là, tu t'apprêtes en fait sur la chaîne Non à la drogue, oui à la vie à citer une conférence de Non à la drogue, oui à la vie dans le but de faire avancer un débat. D'emblée, ça me semble très stérile en fait comme processus puisque tu vas citer des personnes dont on sait qu'elles sont déjà parfaitement d'accord avec toi. Donc du début à la fin du débat, je vois pas en quoi il peut y avoir la moindre évolution. Quel est l'intérêt de cette contribution à ta vidéo ? Quand le conférencier a dit que les perceptions étaient déformées, une personne dans le public s'est écriée « Ça c'est vrai !» Et il a continué en disant « Quand j'étais jeune, je créais de la musique avec des potes et on fumait des joints et grâce à ça on créait une musique sublime. Au point qu'un jour on a voulu s'enregistrer. Et quand on a écouté ça le lendemain, on a dit « Mais c'est de la merde !» Mais évidemment qu'il a dit ça, c'était un membre de la conférence Non à la drogue, oui à la vie. Qu'est-ce qui se serait passé si dans cette conférence, moi je m'étais levé, j'avais levé la main et j'avais dit, eh bien moi j'ai une expérience psychédélique qui a été absolument incroyable, qui m'a ouvert à des perspectives et à des pans de conscience auxquels je n'avais jamais eu accès auparavant. Ça a été une des plus belles expériences de ma vie et je la recommande à tout le monde. Est-ce que tu citerais cet avis dans ta vidéo ? J'en doute. J'ai un autre exemple similaire d'un ami qui m'a raconté son expérience avec le cannabis. C'est un directeur artistique, donc son métier touche complètement à l'art. Et à ses débuts, il fumait régulièrement de l'herbe. Peut-être avait-il l'impression d'être plus léger dans sa tête, mais dans les faits, il était incapable de travailler avant 16 heures. Oui, enfin bon, alors là aussi, les amis, les témoignages d'amis, on sait pas trop à quoi ça peut servir parce que déjà, il n'y a aucun moyen de vérifier si ces amis existent. Et puis, moi, j'ai d'autres amis qui peuvent avoir des témoignages qui contredisent complètement les témoignages de tes amis. Où est-ce qu'on va comme ça? Eh ben, on va nulle part parce que ça n'apporte rien au débat. Ce qui pourrait apporter à la question, ce serait, je sais pas, une vulgarisation de données scientifiques fiables ou alors ta propre expérience ou alors, je sais pas, l'expérience de Stephen King restituée dans son intégralité sans avoir tronqué certains passages qui te déplaisaient. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que se trouve la source des informations intéressantes sur la question et pas celle d'un tel ou d'un tel dont on a une vague histoire qui s'est peut-être passée comme ça ou pas. Un dernier exemple et on passe à la suite. Stephen King, encore, a beaucoup écrit sous cocaïne de 1978 à 1986. Mais toute cette période est très vague dans ses souvenirs, au point qu'il a oublié avoir écrit certains romans de cette période. Dans son autobiographie On Writing, il déclare ne pas se souvenir d'avoir écrit Kuro, un de ses best-sellers publié en 1981. Bon, alors là, je souris un petit peu parce que clairement, à mon avis, tu vas desservir ton propos si tu te mets à parler de Stephen King qui, sous l'influence de la cocaïne, aurait écrit son best-seller, à savoir le bouquin qui lui a rapporté le plus de thunes. À mon avis, si ton but c'est de décourager les gens de prendre de la cocaïne, c'est pas le meilleur exemple à prendre, quoi. Plus tard, en 1999, il est hospitalisé suite à un grave accident. Pendant sa convalescence, il écrit le roman Dreamcatcher en prenant d'importantes doses d'oxycontin, un antidouleur opiacé aussi puissant que l'héroïne. L'écrivain estime qu'il s'agit de l'un de ses moins bons romans, expliquant cela par l'influence négative de l'oxycontin sur son écriture. Oui, bah alors là, ça paraît relativement évident, hein, puisque l'oxycontin, c'est un produit qui est destiné à réduire la douleur dans des contextes de souffrance aiguë. C'est un opiacé et clairement, ça a un effet plutôt cotonneux. Ça a plutôt pour effet de mettre les personnes qui en font l'usage dans des états de somnolence qui se prêtent pas du tout à la créativité. Donc rien d'étonnant à ce niveau-là. En revanche, j'en profite pour dire effectivement que l'oxycontin et tous les opiacés qui sont distribués aux États-Unis semblent être effectivement à l'origine d'un raz-de-marée d'addiction, d'intoxication, d'overdose et de décès en tout genre. Et donc je pense effectivement que ce sont des substances à regarder avec beaucoup de méfiance. Là-dessus nous sommes d'accord. Voilà, je vous ai donné pas mal d'exemples parce que cette idée selon laquelle on est plus créatif en étant défoncé est très répandue dans notre société alors qu'elle est complètement fausse. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre conséquence indirecte de la drogue sur le mental, la justification. On a tous besoin d'avoir raison. Dans quel état seriez-vous si vous vous rendiez compte que vous avez eu tort toute votre vie et que tout ce en quoi vous croyez était faux? Je vous laisse imaginer le tableau. Vous seriez plutôt mal en point, n'est-ce pas? Bah écoute, je pense que je serais effectivement plutôt mal en point si j'avais abordé ma vie sous l'angle du fait d'avoir raison ou tort et que c'était la seule chose qui comptait. Or, j'essaye de transcender cet état-là puisque je pense que le fait de
comprendre sa vie sous cet angle-là, c'est se promettre un moment de malheur quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, ce que tu racontes fait écho à une expérience psychédélique, puisque c'est le sujet de cette vidéo, que j'ai eu l'occasion de vivre, dans laquelle j'ai eu la chance en fait, de pouvoir transcender ce sentiment de dualité qui était vraiment ancré en moi. Et j'ai réussi à le transcender pour arriver à un état qui m'a semblé être supérieur, qui est l'état de la compréhension de l'impermanence, c'est-à-dire le fait de comprendre que le monde n'est qu'une danse permanente, une tension permanente entre ces deux polarités qui sont l'ombre et la lumière, le bien et le mal, etc. etc. Et que si on pouvait être tiré vers le bien, et bien immanquablement on serait ramené par rééquilibrage vers le mal à un moment ou à un autre. Et c'est un concept d'ailleurs qui lui aussi a un nom en psychologie. On appelle ça l'énantiodromie, c'est-à-dire le principe qui veut que lorsqu'on cherche à tout prix à se diriger vers une polarité, le bien par exemple, eh bien à un moment donné, à la manière d'un élastique qui serait mis sous une tension trop forte, eh bien immanquablement on serait relâché avec violence dans le sens inverse en fait. Et c'est un concept que l'on retrouve un peu partout, notamment par exemple dans la pop culture et dans les comics de Marvel, dans lesquels les vilains sont souvent d'anciens super-héros qui, arrivés au bout d'un certain processus, en fait, sont devenus des méchants. Idem pour Star Wars avec la Force et son côté lumineux et son côté obscur, en fait. La Force, c'est un espèce d'équilibre qui existe entre deux polarités, et la paix, l'apaisement, le bonheur se trouve dans le constat et l'acceptation de cet équilibre, plutôt que le fait de chercher à tout prix à aller vers le positif, puisqu'à un moment donné, nécessairement, on est ramené dans le négatif. Et dans cette mesure-là, j'aurais tendance à croire que quiconque se lance dans la volonté d'avoir à tout prix raison s'expose à un moment donné à beaucoup de souffrance. Mais bon, ça n'est que mon avis. Vous ne diriez pas quelque chose du genre « Oups, je me suis trompé sur toute la ligne, tant pis ». Bah si, c'est ce que je me dirais exactement en fait, je me dirais oups, je me suis trompé sur toute la ligne, et je me remettrai en selle et je recommencerai ma vie de façon à prendre en compte les erreurs que j'ai effectuées jusqu'ici et aller plus loin dans mon expérimentation du monde. Et en fait c'est comme ça que les choses marchent, il n'y a pas de grands accomplissements sans de gros échecs au préalable, et ça je pense que tous les gens qui ont abouti quelque chose de significatif pourront en attester, donc voilà, ça me fait partie du mouvement global de ce qu'est la vie quoi. Au contraire, vous seriez en panique, ou en larmes, ou déprimé. C'est parce que nous avons besoin d'avoir raison pour survivre. Et ce mécanisme s'applique bien évidemment aux personnes qui prennent de la drogue. Celui qui se drogue sait qu'il y a de meilleures solutions à ses problèmes que la drogue. Vous ne verrez que très rarement un toxicomane vous dire à quel point son comportement est malsain. Si c'est le cas, il vous donnera également une excuse. « Ouais, je sais, je suis en train de me ruiner la santé. Mais que veux-tu, la vie est cruelle. » Ainsi, ce n'est plus lui qui est responsable de son comportement, mais la vie. Il donne tort à la vie pour lui avoir raison. Bon. Je vais m'arrêter ici, tout simplement parce que je pense que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le sujet dont tu parles, et j'ai probablement rien de plus à répondre que tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici. En conclusion, puisque c'est ma vidéo et je fais ce que je veux, je dirais la chose suivante. Je comprends ton point de vue et je comprends le point de vue de ton organisation sur les drogues et sur les méfaits qu'elles peuvent avoir. Mais j'aurais tendance à croire que le véritable problème dans le cas d'une addiction, dans le cas d'un abus de ces substances-là, c'est pas tant les substances que les mécanismes psychologiques qui font qu'un individu, à un moment, s'attache à ces substances et n'arrive plus à s'en défaire. Et ce mécanisme, en fait, c'est une absence de souplesse, en fait. C'est une certaine rigidité mentale qui fait qu'à un moment donné, il trouve une réponse à une souffrance par le biais d'une certaine molécule qui lui apporte un répit relatif le temps de son action sur son corps, en fait. C'est un comportement obsessionnel, répétitif, vraiment fermé dans une certaine compréhension du monde et dénué de la moindre souplesse. Et le paradoxe en fait que je constate avec ta vidéo, c'est que ce manque de souplesse, je le retrouve aussi dans la compréhension et l'exposition que tu nous fais de ces substances. Le rejet que tu présentes vis-à-vis de ces substances est à peu près équivalent à l'attraction que ces mêmes substances peuvent opérer sur certains individus. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus et que peut-être il serait intéressant de transcender cette perception un peu diabolisante, un peu
maléfiques de ces molécules qui sont au final que des éléments du monde duquel on fait partie, pour essayer d'aller plutôt vers une compréhension de ce qu'elles sont dans leur globalité, c'est-à-dire autant dans les dangers qu'elles peuvent représenter et que je reconnais complètement, mais également dans les possibilités qu'elles offrent par ailleurs. Prenons par exemple les opiacés, qui sont des substances, on le sait, dangereuses, potentiellement toxiques et très addictives. Ces mêmes substances, elles ont la possibilité de soulager des personnes de souffrances qui normalement sont intolérables. Et c'est un élément important à prendre en compte dans la médecine moderne que d'apporter un soulagement aux personnes qui souffrent, tu crois pas? De la même manière, la cocaïne, c'est une substance qui est issue de la coca, une plante que l'on trouve au Pérou et qui est utilisée par les locaux pour dilater les vaisseaux sanguins et ainsi mieux respirer dans les zones en altitude dans lesquelles l'oxygène se fait rare. Et bien là aussi, c'est une drogue qui finalement trouve une utilité concrète et bénéfique pour qui en fait l'usage. Mais bon, voilà, je me plante peut-être, hein, parce que moi aussi j'ai mes propres biais. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, si tu le souhaites, cher présentateur de Non à la drogue, oui à la vie, eh bien, je t'invite tout à fait cordialement à venir débattre de la question sur ma chaîne, La Gazette de l'Abîme. Je pense que nous avons tous les deux un intérêt pour les drogues, c'est simplement que nous les voyons d'un prisme différent. Et je pense que la confrontation de nos deux points de vue pourrait être enrichissante pour dépasser nos limitations, nos croyances, et accepter un petit peu de la croyance de l'autre. Et ce faisant, peut-être que on pourrait apporter aux gens qui suivent nos chaînes respectives un peu plus de perspective et une information plus riche sur ces sujets. Et bien voilà, donc considère qu'à la diffusion de cette vidéo, et bien cette invitation, elle sera valable tout le temps que cette vidéo se trouvera sur internet. Donc si tu as envie de réagir, n'hésite pas et je t'accueillerai avec plaisir. En ce qui me concerne, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout parce que elle est un peu plus longue que les autres vidéos de cette chaîne. Et puis voilà, en attendant la prochaine, et bien écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous et je vous dis à bientôt. Salut.